Notre premier invité ce soir veut conquérir l'Élysée en mettant du vert dans le cœur des Français. Un candidat qui promet une 6e République. Alors avec quelle place, quelle priorité pour les Outre-mer? Quelle solution contre des inégalités réelles? Et puis comment compte-t-il vraiment protéger notre biodiversité? 1 heure pour défendre un programme. Bonsoir Yannick Jadot. Bonsoir. Face à vous ce soir, celle avec qui il faudra construire le futur, la nouvelle génération. Regardez, ce sont les sourires de l'avenir. 10 représentants en duplex de tous nos territoires d'outre-mer. Ils ont moins de 35 ans et vont vous interpeller directement avec des questions pour aujourd'hui et pour demain. Bonsoir à tous. J'imagine que vous trépignez d'impatience à l'idée de mettre notre invité face à vos réalités. À mes côtés, pour vous interviewer, Thierry Bellemont. Bonsoir Thierry. Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Bonsoir. D'abord, une question, Yannick Jadot. Jamais sans elles, jamais sans les femmes. Ce 8 mars, vous avez signé cette charte proposée par ce collectif, cette association, pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous vous engagez à le faire par la loi, égalité dans les institutions, égalité dans les entreprises. Concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour toutes les femmes en général et les femmes d'outre-mer en particulier ? Vous avez raison de souligner que c'est un problème majeur parce que nous sommes dans une situation incroyable où la majorité de la population, les femmes, puisqu'elles sont majoritaires dans la population, sont discriminées, sont victimes à la fois d'inégalités à tous les niveaux, y compris les écarts de salaire, et sont victimes de violences sexistes et sexuelles absolument insupportables. Dans ce quinquennat, on sort de ce quinquennat avec plus de 600 féminicides. On sort de ce quinquennat avec toujours un viol toutes les 6 minutes dans notre pays, des violences conjugales et des écarts de salaire qui sont absolument inadmissibles. Et malheureusement, les chiffres montrent que la situation est encore plus grave dans les territoires d'outre-mer que dans l'Hexagone. Vous avez absolument raison. Donc, moi, je veux, sur les écarts de salaire, je veux adopter le système qui a été mis en place en Islande, c'est-à-dire que ce ne sont plus les salariés qui doivent prouver qu'elles sont victimes d'une discrimination, mais c'est l'entreprise qui doit démontrer que les écarts de salaire sont justifiés. Il y a un contrôle et il y a une amende de 330 € par jour, par employé. Si ça ne marche pas, je peux vous dire qu'en Islande, le rattrapage se fait bien. Et si vous êtes élu, vous l'appliquez à partir de quand? On l'applique dès qu'on arrive, le temps de passer la loi. Deuxièmement, le milliard d'euros contre les violences sexistes et sexuelles. On sait à quel point aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes en retard. La police n'est pas formée, y compris pour accueillir. C'est ce qu'on appelle la double peine. Vous êtes une femme, vous avez été victime de violences sexistes ou sexuelles. C'est déjà extraordinairement difficile d'aller porter plainte et vous vous retrouvez parfois face à des policiers qui méprisent, qui vous culpabilisent ou interrogent la réalité de ce que vous avez subi. Formation. On doit pouvoir porter plainte aussi, et pour nous, c'est très important, à l'hôpital ou dans des centres médicaux. Et puis, il faut protéger les femmes avec des hébergements supplémentaires, avec des procédures d'éloignement des hommes violents. On a une priorité absolue, c'est de travailler sur cette question dès l'école et dans toutes les logiques, dans tous les systèmes de représentation. Ces inégalités-là, aujourd'hui, ne devraient plus exister. Et c'était important de le souligner au lendemain du 8 mars. Mais ça ne doit pas être simplement une journée par an. Ce sera 365 jours dans le prochain quinquennat si les Français le décident. Je ne vous dirai pas le contraire. Vos priorités pour notre société, vos priorités pour l'environnement, notamment, nous en parlerons tout au long de cette émission. Mais d'abord, quelle est votre vision à 360 degrés de nos territoires? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec vous, Thierry Bellemont. C'est la première rubrique de cette émission intitulée « Vos Outre-mer ». Yannick Jadot, vous suscitez des réactions passionnées sur les réseaux sociaux. Est-ce l'angoisse écologique face à un monde en danger? Vous dites en tout cas avoir des solutions. Et vous vous engagez sur Twitter à faire de la santé environnementale une priorité de votre quinquennat, si vous êtes élu. D'ailleurs, en affirmant en janvier que les pesticides sont majoritairement responsables des cancers chez les enfants, vous avez provoqué une polémique sur Internet. Il n'y a aucune étude sérieuse sur le sujet, vous répond Philippe sur Twitter. Sur Twitter, il n'est pas le seul à réagir de cette façon.
Les pesticides, un sujet brûlant aux Antilles avec le chlordécone. Et vous dites sur Facebook que vous allez dépolluer les sols et indemniser toutes les victimes. Yannick Jadot, vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux, même ceux qui s'adressent aux plus jeunes. Et à chaque fois, Emmanuel Macron en prend pour son grade. Au Parlement européen, le 19 janvier dernier, on se souviendra longtemps de cette charge contre celui que vous appelez le président de l'inaction climatique. Quand on vous interroge sur la vaccination dans les territoires d'outre-mer, vous répondez du tac au tac. C'est de la faute de l'État qui s'est désengagé, laissant des situations sociales dramatiques. Alors vite, prends l'avion et va les convaincre, vous répond encore un internaute. Convaincre ici ou ailleurs, il le faudra bien. Mais Yannick Jadot, je vous pose la question, pensez-vous que l'environnement soit la priorité de nos outre-mer? C'est une priorité absolue. On voit à quel point nos conditions de vie aujourd'hui sont impactées par la dégradation environnementale. Évidemment, le dérèglement climatique, la multiplication, l'intensification des cyclones, y compris en dehors des saisons dites des cyclones. On voit les enjeux des inondations, des canicules, des sécheresses qui modifient profondément, je l'ai dit, nos conditions de vie. On est encore dans une pandémie. On ne sait pas exactement d'où vient ce virus. Est-ce qu'il vient d'un laboratoire chinois ou est-ce qu'il vient de l'environnement? Mais on sait que ces virus sont liés à la déforestation. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités immédiates, Yannick Jadot? On l'a vu avec la crise sanitaire. Mais vous allez voir combien, pendant cette heure, quand on va développer le programme écologiste, vous allez voir à quel point l'écologie est l'allié du pouvoir d'achat, que l'écologie est l'allié de l'emploi, que l'écologie est l'allié du retour des services publics. Quand j'entends le premier point de votre portrait sur les cancers pédiatriques, les cancers des enfants, les mêmes nous expliquaient encore il y a quelques années que le chlordécone n'avait pas d'impact sur les cancers. Vous m'avez parlé du président de la République. Souvenez-vous, pendant le débat sur les Gilets jaunes, quand il réunit les élus d'outre-mer en disant qu'il n'est pas démontré le caractère cancérogène du chlordécone. Eh bien oui, nous ferons de la santé environnementale et il faudra une plus d'études priorité sur le sujet. Parce que, pardon? Il faudra plus d'études sur le sujet. Il y a déjà beaucoup d'études. Il faut surtout de l'action. Vous savez, à un moment donné, les études sont faites pour maintenir des pesticides. C'est comme sur la cigarette. Vous savez, pendant des années et des années, le lobby de la cigarette, c'était de dire, comme vous ne pouvez pas prouver que chaque cancer du poumon est lié à l'usage de la cigarette, il n'y a pas de lien. Eh bien non, aujourd'hui, nous savons que l'exposition aux pesticides développe des maladies chroniques inadmissibles, que c'est une explosion des maladies chroniques liées à la malbouffe, liées à la pollution de l'air, liées à l'exposition des pesticides. Eh bien oui, il faudra y mettre fin. Nous reviendrons, nous allons bien évidemment parler du chlordécone. Il y aura une question d'une jeune originaire des Antilles dans un instant, donc vous aurez l'occasion de développer votre argumentation sur ce sujet. Dans un instant, l'heure que nous avons démarrée, que nous vous consacrons ce soir est déjà bien entamée. Donc nous allons sans plus tarder retrouver cette nouvelle génération qui vous regarde, Yannick Jadot, qui vous écoute ce soir et peut-être même qu'elle compte sur vous. Tania, Hugo et Paul sont les trois premiers jeunes à qui nous donnons la parole ce soir. Vous connaissez Mayotte, vous connaissez Mamoudzou. Yannick Jadot, vous connaissez Mamoudzou? Non, je n'ai pas eu la chance d'y aller. Eh bien, c'est là, à Mayotte, que nous retrouvons Tania Mzé, éducatrice donc à Mamoudzou. Bonsoir, Tania. Votre parole ce soir est celle d'une jeune Française qui n'en peut plus des prix qui s'envolent. Bonsoir, Monsieur Jadot. Bonsoir à tous. Madame. Effectivement, ma question va se tourner vers la vie chère. Alors, la situation sanitaire actuelle a eu un impact sur l'inflation des produits à Mayotte. Quelles sont les mesures que vous proposerez sur le long terme? Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a une explosion de certains prix aujourd'hui. Les prix de l'énergie notamment, les prix du carburant, et puis tous les produits de la vie quotidienne qui malheureusement augmentent. Donc ma première proposition, notamment sur les questions d'énergie, de carburant, c'est d'avoir un chèque énergie de 400 € par an pour toutes les 6 millions de familles qui en bénéficient en France. Ça concerne, on le sait, beaucoup les Outre-mer. 100 € pour les 15 millions de familles au-dessus de ces 6 millions de familles. Ça, c'est la mesure d'urgence absolue pour compenser l'augmentation des prix
en ce moment. Mais c'est évidemment aussi de sortir, c'est ça la spécificité du programme écolo, c'est de réduire les dépenses contraintes. Quand nous investissons... Mesure d'urgence absolue, Yannick Jadot. Il y a 3 ans, pendant la crise des Gilets jaunes, vous proposiez des états généraux de la vie chère. Et vous disiez que, en clair, que c'était fini, le temps des mesurettes, que vous en aviez marre des mesures coup de pouce. Exactement. Là, vous proposez une mesure d'urgence, mais concrètement, sur le long terme. Parce que Tania va peut-être nous le dire, Tania Mzé à Mayotte. Tania, concrètement, votre quotidien, quel est-il? Quand vous faites vos courses, quand vous allez dans un supermarché à Mayotte, qu'est-ce qui est dur dans votre quotidien? Je vais prendre un exemple. En ce moment, on a des coupures d'eau, donc il nous déconseille un peu de boire à l'eau du robinet. Donc, on va acheter des packs d'eau. Le pack d'eau, il est à 6 euros. Et je sais qu'en métropole, c'est pas 6 euros. Donc, acheter un pack d'eau, plusieurs packs d'eau par semaine, ça nous revient très cher. Je prends juste l'exemple des packs d'eau. Je ne vais pas plus. Donc, c'est un quotidien qui est très, très, en plus du coût de l'essence. Donc, je rentre même pas dans ça. Je reste vraiment dans les produits de première nécessité. Et c'est déjà beaucoup pour nous. Mais c'est énorme, vous avez raison. On voit bien qu'à la fois, là, il faut donner un coup de pouce urgent sur le pouvoir d'achat, mais on voit bien l'ampleur des mesures structurelles à engager. Quand je parlais des dépenses contraintes, je l'ai dit, ça peut être le chauffage ou la clim. Donc, c'est l'isolation des maisons pour avoir moins froid ou moins chaud. C'est évidemment les transports collectifs qui manquent et qui obligent à prendre la voiture et donc à payer les carburants. Et puis là, c'est l'eau. On le voit à Mayotte, on le voit sur tous les Outre-mer. Le sous-investissement dans les infrastructures d'eau qui font qu'on n'a pas toujours accès à l'eau, on n'a pas toujours accès à une eau potable et qu'on est obligé de dépenser massivement dans des bouteilles d'eau, y compris avec le plastique que ça veut dire, c'est totalement aberrant. Donc on mettra le paquet en matière d'investissement sur les infrastructures en eau. Vous savez que par exemple dans le plan de relance, alors que les Outre-mer c'est 4% de la population française, le plan de relance c'est seulement 1,5% vers les Outre-mer. On continue à sous-investir dans l'Outre-mer. Notre jeune éducatrice à Mamoudzou, Tania Mzé, nous parlait de cet exemple du prix des bouteilles d'eau. On vous montre là encore les écarts de prix. Et c'est une moyenne, bien évidemment, entre nos territoires et l'Hexagone. Sur un panier de 15 produits de première nécessité, sur un panier de produits de première nécessité qui coûte 15 € ici dans l'Hexagone, le même panier coûte 24 €, plus de 24 € en Guadeloupe. L'écart est de plus 63%. C'est une moyenne là encore, puisqu'évidemment, il y a des disparités en fonction des territoires. Donc, je vous repose la question. Vous avez des mesures, certes, pour le pouvoir d'achat, mais en ce qui concerne donc la lutte contre la vie chère, concrètement, c'est une réalité, c'est leur quotidien. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Vous nous avez parlé d'isolation, de toutes ces choses-là. Mais pour qu'il n'y ait plus ces écarts de prix injustifiés. Pour qu'il n'y ait plus ces écarts de prix injustifiés, il y a deux choses. Un, je l'ai dit, c'est la question du revenu. Mais on a aujourd'hui des économies ultramarines qui se sont totalement organisées avec l'Hexagone, dans une dépendance absolue vis-à-vis de l'Hexagone. Sur beaucoup de produits, y compris les produits alimentaires, le niveau de dépendance vis-à-vis de l'Hexagone est aberrant. Parce que finalement, l'économie préfère importer, c'est là qu'il y a la rente, plutôt que de produire sur le territoire. Il faut que toutes les conditions soient réunies aussi. Il faut que toutes les conditions soient réunies pour qu'on n'importe plus de l'Hexagone. Il faut déjà la volonté politique. Et vous l'aurez, cette volonté, j'imagine. Absolument. Parce que, la question de l'autonomie alimentaire, c'est quelque chose qui est au cœur du projet écologiste. Et quand on voit effectivement la situation où on importe tellement de produits qui font des milliers de kilomètres, qui sont surenchéris, et qui coûtent très cher, alors qu'on pourrait avoir les mêmes produits issus des territoires, créant de l'emploi, créant des entreprises, créant de l'aménagement du territoire, c'est totalement aberrant. J'en ai rencontré plein de situations où, effectivement, à un moment donné, l'investissement, la volonté politique, et notamment y compris à travers les chambres de commerce, il faut aussi dire la vérité, c'est plus de gérer l'importation et de faire sa petite rente sur l'importation plutôt que d'investir, d'accompagner celles et ceux qui veulent prendre des risques dans les entreprises locales. Et en tout cas, il y a là encore une première inégalité criante et nous venons d'en parler. Conséquence de cette fracture,
l'exode de la jeunesse. Et pour nous en parler ce soir, eh bien, nous allons prendre la direction de la Martinique où nous retrouvons le jeune Hugo Pasquier, étudiant en Martinique. Bonsoir. Hugo Pasquier, votre question à Yannick Jadot. Bonsoir Monsieur Jadot, bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, il faut savoir que cette problématique engendre un déficit migratoire aux conséquences démographiques conséquentes. Ainsi, quelles mesures mettriez-vous en place afin de faire face à cet exode de la jeunesse hors des régions d'outre-mer? Je l'ai dit, c'est vrai qu'on est dans une situation où on a trop souvent délaissé l'économie locale pour favoriser le commerce et les échanges avec l'Hexagone. Et donc, une des premières mesures, pour moi, c'est effectivement, d'investir dans les services publics de qualité. On a parlé de l'eau, mais on sait l'enjeu de la santé, on sait l'enjeu de l'éducation, de la formation supérieure pour accéder à tous les métiers et sur les territoires. Car là, nous parlons précisément de formation. Et puis surtout, avoir des entreprises, avoir des services publics comme des entreprises de services à l'échelle locale, c'est quand même de loin la meilleure façon d'avoir une jeunesse qui se retrouve à la fois dans l'affirmation de sa diversité, de son identité, de son enthousiasme, de ses énergies, mais qu'elle puisse exprimer, s'épanouir sur les territoires, parce qu'on est toujours heureux de travailler là où on est né. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voyager. Parce qu'on aime son île, parce qu'on aime effectivement son territoire. Ça ne veut pas dire ne pas voyager, ça ne veut pas dire ne pas se donner des perspectives mais je voudrais vous montrer en hexagone ou à l'étranger, mais il ne faut pas que ce soit contraint. Cette mobilité, elle est souvent contrainte. Exactement. Yannick Jadot, c'est ça la réalité. Pour les jeunes, je voudrais une mesure forte que j'ai pour les jeunes, c'est ce que j'appelle le revenu citoyen. C'est-à-dire que personne dans notre pays ne vivra avec moins de 920 € par mois. C'est le seuil de grande pauvreté dans notre pays et c'est un projet d'autonomie pour les jeunes. Parce que vous savez que les jeunes ne touchent pas le RSA dans notre pays. Moi, je veux que chaque jeune puisse construire sa vie dès 18 ans avec un minimum de 920 € par mois. Ça ne répond pas directement à la problématique qui est évoquée par notre jeune étudiant, Hugo Pasquier. Je vais vous montrer ce chiffre, Yannick Jadot. 41% des jeunes Antillais de moins de 34 ans sont partis. Ils ont décidé de quitter leur territoire. Et je le répète, ces jeunes sont attachés à leur île. Ils sont attachés à leur territoire. Ils partent. D'après vous, pourquoi est-ce qu'ils partent? Ils partent parce qu'il n'y a pas de perspective de boulot, parce qu'il y a un taux de pauvreté. Il y a un taux de chômage qui est bien supérieur. Nettement supérieur. À Mayotte, le taux de pauvreté, c'est 77%. Dans l'Hexagone, la moyenne est de 15%. Bien supérieur à l'Hexagone. C'est qu'à un moment donné, eh bien, quand vous voulez vous épanouir, vous allez chercher là où il y a de l'activité économique. Moins de formation au niveau des cursus universitaires, il n'y a pas toujours ce qu'il faut. Nous allons demander à Hugo. Hugo, vous avez choisi de rester à la Martinique, mais est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous faites les études de vos rêves? Racontez-nous, Hugo. Eh bien, je suis actuellement en classe de prépa universitaire et du coup, l'objectif de cette prépa, ce serait de partir en France métropolitaine l'année prochaine. Donc voilà, c'est vraiment la question que je me pose, c'est pourquoi les grandes écoles sont présentes uniquement en France métropolitaine et il n'y aurait pas, par exemple, une sorte de relais dans les régions d'outre-mer pour former justement les talents sur ces territoires, sans qu'ils aient forcément à migrer vers la métropole. Pourquoi est-ce que les grandes écoles sont toujours dans l'Hexagone, Yannick Jadot? Parce que c'est là sont concentrées les politiques publiques. C'est là qu'on fait des efforts. Donc non, c'est pas normal. Je veux dire, on peut pouvoir parfaitement imaginer des pôles régionaux de formation, y compris dans l'enseignement supérieur. C'est pas forcément un drame, j'allais dire, d'aller passer une partie de son cursus dans l'Hexagone. Moi, je trouve que ça peut être très enrichissant. Pour mieux revenir. Exactement, ça peut être très enrichissant. Mais autour de l'autonomie énergétique, autour de l'alimentation, autour de tous les nouveaux domaines du numérique et tout ça. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un déficit économique dans l'outre-mer au regard des grands enjeux du XXIe siècle, numérique,
transition écologique, autonomie alimentaire, développement d'un tourisme durable. Tout ça peut faire une économie forte qui, même si les jeunes, à un moment donné dans leur cursus, partent dans l'Hexagone, et ça peut être une bonne nouvelle, il faut voyager. Moi, je suis aussi pour que les jeunes ils aient une année de formation en Europe. Il faut les accompagner, parce que quand on a Mais il faut qu'ils puissent revenir. Il faut qu'ils puissent revenir, il faut les accompagner parce que les études, ça coûte cher. Exactement. Et on a vu encore qu'il y a des écarts de salaire. D'où mon revenu citoyen. Un minimum 920 €, qui est un vrai revenu d'autonomie pour les jeunes qui en sont exclus aujourd'hui. Juste un deal avec vous ce soir, Yannick Jadot, si vous le permettez. On va essayer d'aborder un maximum de thématiques, d'éléments prévus dans votre programme. Et pour ça, je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous faire des réponses un petit peu plus courtes, ce qui nous permettra de laisser plus de temps à nos jeunes et encore une fois d'évoquer je vais essayer. Plusieurs éléments. Vous promettez d'essayer. Mais ce sont des sujets passionnants. Ce sont des sujets passionnants, effectivement. Nous allons parler de la crise sanitaire. Si certains en France ne l'avaient pas vu, la fragilité des territoires d'outre-mer est réapparue au grand jour pendant la crise sanitaire. Depuis la Polynésie, il y a une question pour vous, Yannick Jadot, sur la crise Covid. Bonsoir, Paul L'Enfant, en Polynésie. Nous vous écoutons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Jadot. Bonsoir. Je me préoccupe de la situation, du manque de volonté du gouvernement à soigner les patients du Covid, notamment dans les premiers symptômes. Ceci a permis au gouvernement d'instaurer l'obligation vaccinale alors que le vaccin était en phase de test. Néanmoins, ceci représente un risque important pour la population parce que c'est un vaccin en phase de test. Souhaitez-vous y remédier? Comment auriez-vous géré l'épidémie de Covid-19 si vous étiez président? Merci. Ce qui est certain, c'est que j'aurais, plutôt que d'avoir un conseil de défense où le président de la République décidait dans des conditions qu'on ne connaît pas, mais ça peut être sa responsabilité de décider, hein, c'est pas ce que je dis. Mais immédiatement, j'aurais associé, l'ensemble des forces politiques et les entreprises comme les syndicats, pour que tout le monde puisse partager le diagnostic. Il n'y avait pas de solution évidente dans cette crise. Personne ne dit que c'était simple. Mais j'aurais fait en sorte que le diagnostic soit au maximum partagé pour que les décisions soient mieux comprises. Et plutôt que d'avoir un président de la République et des ministres qui faisaient eux-mêmes la communication sur la vaccination, et même le président de la République insultait les non-vaccinés. Donc au fond, faire une sorte de plébiscite vis-à-vis de lui sur la vaccination, j'aurais organisé des campagnes de communication qui soient adaptées au territoire. On sait que l'État, trop souvent en Outre-mer, a failli sur les services de santé. Des campagnes de communication en langue régionale, par exemple? En langue régionale, que je veux d'ailleurs co-officialiser, mais surtout en prenant des témoignages, des vies, des scientifiques dans chaque territoire pour raconter cette histoire de la vaccination, pour dire l'enjeu du Covid et trouver les meilleurs moyens de communication pour convaincre à la vaccination qui reste un enjeu important. Concernant la vaccination, justement, des chiffres pour nous donner une idée de la couverture Je crois que vaccinale. Notre jeune voulait réagir. Oui, allez-y, Yannick Jadot. Vous avez... Non, il voulait réagir. Vous avez dit convaincre à la vaccination, si j'ai bien entendu. Oui. C'est-à-dire que vous ne seriez pas prêt à soigner les patients du Covid avec des médicaments connus, depuis plus de 30 ans, qui sont plutôt inoffensifs avec des effets secondaires très faibles. On sait que le vaccin est quand même en phase de test. Il y a des études préliminaires aujourd'hui qui montrent qu'il y a eu des changements sur l'ADN. Sachant ça, vous êtes toujours... En vrai, je vais vous dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Promouvoir la vaccination. Je vais vous le dire, franchement, je ne suis pas d'accord avec vous. On a vacciné des milliards de personnes et ça a été une chance pour l'humanité d'avoir les vaccins parce qu'on a quand même eu dans notre pays près de 140 000 morts liées à la Covid et que le vaccin a été une chance et que la réalité, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de médicaments aussi puissants pour empêcher de mourir que la vaccination. Donc on peut avoir un désaccord là-dessus, mais je vous assure que les vaccins n'ont pas créé toutes ces maladies donc on a entendu sur les réseaux sociaux. Ça a été une chance pour sauver
une partie de l'humanité. Cette fois-ci, vous ne l'avez pas remarqué, mais une fois de plus, notre jeune n'est pas d'accord avec vous. Non, je sais bien, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que nous n'étions pas d'accord, mais je pense qu'il n'y avait pas de médicaments pour soigner le Covid. Alors, il y a en tout cas médecins, la couverture vaccinale. Il y a aussi, et vous l'avez évoqué, la fragilité de nos hôpitaux. Il faut en parler, des hôpitaux saturés, à bout de souffle, débordés. Ça, c'était les hôpitaux en Outre-mer pendant la crise Covid. Vous promettez, Yannick Jadot, d'augmenter l'offre de soins, d'augmenter la capacité en nombre de lits. On va voir un chiffre qui vaut pour comparaison. En ce qui concerne donc les Outre-mer, 60 lits pour 10 000 habitants. Le nombre de lits pour 10 000 habitants, c'est la valeur de référence. Dans l'Hexagone, 60 lits pour 10 000 habitants. À La Réunion, 39 lits pour 10 000 habitants. Et à Mayotte, 14 lits pour 10 000 habitants. C'était comme ça au début de la crise Covid. C'est choquant. Avec vous, ça n'arrivera plus jamais. Comment? Vous savez, vous avez eu au moins les 3 derniers quinquennats ont été des quinquennats où on a considéré que l'hôpital devait être une entreprise rentable. On a réduit les lits, on a précarisé les personnels soignants. Et de fait, on s'est retrouvé, avant même la Covid, dans une situation où l'hôpital était en train d'exploser, où les personnels soignants quittaient l'hôpital tellement, malgré leur engagement, malgré leur héroïsme, ils sont maltraités. Et donc, il va falloir inverser la logique. Il faut partir des bassins, de ce que j'appelle les bassins de santé. On définit sur un territoire quels sont les besoins en santé. Et on s'organise pour que l'offre de santé, l'hôpital public, il y a un rôle central, mais c'est aussi la médecine de ville, c'est l'ensemble des systèmes, pour qu'on se donne les moyens de répondre à ces besoins. Et on mettra les moyens qu'il faut. La santé, c'est le joyau de la société, c'est notre joyau à nous. Et c'est vrai que moi, je veux recruter 100 000 infirmières parce qu'on voit bien que les ratios dont vous parlez sur les lits, on pourrait comparer les ratios sur l'encadrement personnel soignant malade, ce serait aussi dramatique pour l'outre-mer. Donc il faut mettre le paquet, et ça coûtera un peu, mais il faut mettre le paquet parce que c'est l'essentiel. Yannick Jadot, maintenant, je vais vous demander de regarder votre montre. 3 minutes, c'est le temps que vous allez avoir pour répondre à des questions posées par Thierry Belmont. C'est un peu un contre-la-montre sur des défis majeurs. C'est la séquence Interview Express. Yannick Jadot, les combats de coqs, vous êtes pour ou contre? J'aime pas la souffrance animale. Oui, vous dites. J'aime pas qu'on se fasse plaisir à voir des animaux souffrir, donc je suis plutôt contre. Et vous dites effectivement que vous serez le président du bien-être animal et du vivant. Oui. Sur le droit de vote, Yannick Jadot, vous l'avancez à 16 ans ou oui. vous le maintenez à 18 ans? 16 ans pour que le premier vote ait lieu dans le cadre du lycée et que ça donne lieu à une extraordinaire pédagogie, un extraordinaire débat sur le sens de la démocratie, sur le fonctionnement de nos institutions et sur à quoi sert un vote. En 2022, c'est notre présent et notre avenir qui s'y jouent. Il faut voter. Oui. Vous souhaitez faire reconnaître le crime d'écocide, oui. c'est-à-dire la destruction irrémédiable et intentionnelle de la nature. Alors, question, est-ce que vous considérez le crime d'écocide aussi grave qu'un génocide? Non, faut pas faire ce type de comparaison. Moi, si je veux reconnaître le crime d'écocide, c'est parce que vous avez aujourd'hui des pollutions délibérées ou non délibérées, mais qui sont massives, irrémédiables, et qu'aujourd'hui, ces crimes-là ne sont pas punis par la loi. Et ça, c'est insupportable. Oui, sachant les difficultés que connaissent Mayotte et la Guyane, Yannick Jadot, serez-vous oui ou non pour la régularisation des sans-papiers? Il faut toujours regarder au cas par cas. Mais il est évident qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne sont ni régularisées ni expulsables. Et ça donne des situations humanitaires absolument insupportables. Et donc, à partir du moment où c'est ni expulsable et aujourd'hui non régularisé, oui, il faudra régulariser parce que sinon, on n'en sort pas. Et encore une fois, ça donne des situations humanitaires et personnelles qui sont intolérables. En Guyane, une estimation 35 000 sans-papiers et à Mayotte, environ 50 000. Alors, certains hommes désirent partager la charge de la contraception avec leurs épouses ou leurs compagnes. Est-ce que vous êtes pour la pilule pour hommes? Il faut, vous savez, vous avez parfaitement raison de dire que la charge de la contraception aujourd'hui, c'est essentiellement sur la femme que ça repose comme beaucoup de responsabilités. Oui, il faut partager, il faut savoir en débattre. Ça peut être parfaitement intégré dans l'école en termes d'éducation. Vous savez, il faut vraiment une éducation
à la vie affective, il faut une éducation à la tolérance, il faut une éducation au consentement. Et la contraception doit faire partie évidemment des cours d'éducation sexuelle, une contraception partagée. Oui, donc vous prendrez la pilule. La coopération régionale avec les pays proches des territoires d'outre-mer, 2 domaines dans lesquels il faudrait renforcer cette coopération régionale rapidement. La pêche illégale. Il y a des territoires qui sont pillés, on le sait, notamment par les flottes chinoises, asiatiques. Et puis, sur l'alimentation, par exemple. Les 3 minutes sont écoulées. Merci pour cette séquence. Ça va, vous avez respecté le temps pour cette fois, c'est bien. Merci Yannick Jadot. Chlordécone, eau potable hors paillage et lutte contre le chômage. Des thèmes que nous allons à présent évoquer avec 4 nouveaux représentants de notre belle communauté d'outre-mer. Direction Wallis et Futuna, la Guyane, la Réunion et tout de suite Bordeaux où vit Cynthia Fauconnier. Cynthia est originaire de Guadeloupe. Bonsoir Cynthia. Votre question est celle d'une population qui voudrait bien se débarrasser d'un poison. Et ce poison, c'est le chlordécone. On vous écoute, Cynthia. Bonsoir, Monsieur Jadot. Bonsoir à tous. 90% de la population est contaminée au chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Ma question est la suivante. Quelles seront les mesures que vous allez mettre en place afin de prévenir et de solutionner ce problème sur le plan humain, mais aussi sur le plan écologique? Merci de cette question qui est vraiment importante. Et vous savez combien le combat sur le chlordécone a été un combat écologiste depuis très longtemps, mais c'est le combat de toute une population. 90% des personnes empoisonnées, c'est absolument dramatique. Je l'ai dit, heureusement, la reconnaissance des drames humains, des drames sanitaires commence à se faire, mais on ne peut pas simplement reconnaître les cancers liés au chlordécone uniquement comme maladie professionnelle, puisque ça touche toute la population. Donc c'est la question de l'indemnisation. Donc il va falloir indemniser l'ensemble des populations et pas simplement les travailleurs, parce que ça touche tout le monde. C'est un engagement que vous prenez Absolument, absolument. Et puis, il va falloir mettre un investissement beaucoup plus lourd sur la dépollution des sols. On sait que ça pourrait durer des siècles si on n'agit pas. Donc, toutes les innovations, tout ce qui est, toutes les expériences qui ont été faites pour essayer de capter toutes les molécules dangereuses dans le sol doivent être massifiées, accélérées, la recherche pour faire le maximum. Vous avez une solution? Vous avez une solution puisqu'effectivement, moi, je veux faire confiance. Vous savez, je vois sur les territoires, je l'ai vu en Martinique, je l'ai vu en Guadeloupe, des paysannes et des paysans trouver des solutions pour éviter les contaminations. Mais j'ai trop souvent vu aussi, chez les responsables politiques et encore aujourd'hui, la culture du déni. Quand vous commencez à ne plus chercher les traces de chlordécone dans les cultures, dans l'alimentation, en se disant si on ne cherche pas, on ne trouvera pas, c'est un déni et c'est un mépris des populations locales. À propos de cette culture du déni, justement, Yannick Jadot, est-ce que vous avez connaissance d'autres scandales sanitaires comme ça dans les territoires d'outre-mer? Parce que le chlordécone, ça a mis du temps à éclater au grand jour. On pourrait parler de la Polynésie et de la question de la radioactivité liée aux essais nucléaires. Le glyphosate à La Réunion, scandale sanitaire ou pas? Parce bien sûr, le glyphosate est un scandale sanitaire. Vous savez que nous sommes pour l'interdiction immédiate du glyphosate. Là aussi, il y a tant d'études qui montrent le développement de lymphome lié à l'utilisation du glyphosate. Et puis, la radioactivité liée aux essais nucléaires en Polynésie. Vous avez encore des milliers de personnes qui se battent pour la reconnaissance de leur maladie. Il faut prendre le système américain. C'est très simple. Vous étiez sur place où vous avez été exposé. Vous bénéficiez des protocoles sanitaires et des indemnisations. La façon dont l'État français met des milliers de personnes en difficulté dans le déni, c'est absolument honteux. Alors nous allons voir que nous ne sommes pas tous égaux face à l'eau. Un bout de terre en France n'a pas d'accès à l'eau potable. Et ce bout de terre se trouve dans l'archipel de Wallis et Futuna. Bonsoir Rudy Watini, vous êtes responsable de e-formation. C'est important de souligner le i. Vous êtes ce soir sur l'île de Futuna justement. Votre question sur l'accès à l'eau potable. Bonsoir Yannick Jadot, bonsoir à tous. Rudy qui porte un très beau collier de fleurs, Rudy. Une signification particulière peut-être ce soir? Oui, alors le collier de fleurs, c'est quelque chose qu'on donne lorsqu'on accueille une personne dans nos îles, que l'on porte soit dans des cérémonies traditionnelles ou dans des moments un peu officiels comme ce soir face à un candidat au présidentiel. Merci monsieur.
Votre question, Rudy. Donc, ma question, en fait, c'est, je voulais partager avec vous, Monsieur Jadot, une information. Ici, à Wallis et Futuna, et en fait, à Futuna notamment, il n'y a pas et il n'y a jamais eu d'accès à l'eau potable. Ce qui oblige donc les Futuniens à acheter des bouteilles d'eau pour pouvoir eh bien, vivre. Ce qui pèse déjà sur le revenu des foyers dans un territoire où la vie est déjà très chère et où le SMIC est à 750 €. Donc ma question est, vous au pouvoir, Monsieur Jadot, qu'est-ce que vous feriez pour nous sortir de cette situation et nous permettre d'accéder à l'eau potable comme dans l'Hexagone? Et ma question, elle est double. Est-ce que comment dire, est-ce que vous comprenez qu'on ait du mal à se sentir français et à appartenir à un grand pays comme la France quand on vit dans une situation sanitaire comme celle que je viens de décrire? Vous avez parfaitement raison. Trop souvent, la République, à la fois revendique son outre-mer comme un levier de puissance, un levier de présence dans le monde entier. Et vous le savez ô combien dans la région à laquelle vous appartenez. On nous dit, voilà, c'est super, c'est notre puissance géopolitique, c'est nos eaux maritimes, c'est la puissance du français, notre culture. Et puis après, quand il s'agit d'investir dans le minimum de services publics, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, des situations qu'on n'accepterait jamais dans l'Hexagone, on les accepte et même on les construit en Outre-mer. Et donc, je l'ai dit, l'eau est un bien commun. L'eau est un bien commun. Dans mon projet, d'ailleurs, j'ai au fond la nationalisation de l'eau. C'est-à-dire que, alors c'est plus souvent une remunicipalisation, mais ça doit être les instances publiques, sous contrôle de citoyens, qui gèrent l'eau. Et il va falloir investir massivement en Outre-mer sur les infrastructures. Il y a votre situation que vous exprimez qui est inadmissible. Vous avez, on l'a vu dans les scandales en Guadeloupe, alors qu'il faudrait 800 millions. Un territoire où il y avait l'accès à l'eau potable et les scandales sanitaires ont fait que... Il faudrait 800 millions pour remettre les infrastructures au niveau. L'État ne met que 10 millions. C'est proprement scandaleux. Partout, il y a des problèmes d'eau. On investira massivement pour l'accès à l'eau potable dans des conditions de sécurité, d'hygiène et de prix qui soient abordables, comme c'est le cas dans l'Hexagone. Je ne sais pas si vous avez réussi à convaincre Rudy Watini, en tout cas. Rudy Watini, à Futuna, ce soir. C'est une réponse très convaincante. Après, comme chaque discours, on attend les actes derrière. Donc, mais c'est en tout cas très encourageant. Merci. Nous allons prendre la direction de la Guyane. Yannick Jadot, Guyane où vit Christophe Pierre. Bonsoir. Christophe Pierre, votre question à Yannick Jadot. Et vous voulez nous parler d'orpaillage. Bonsoir, Monsieur Jadot. Bonsoir. Donc, ma question concernera l'orpaillage illégal, notamment, qui est un fléau qui touche la Guyane depuis plus de 30 ans maintenant. On a eu les opérations Anaconda, maintenant Harpie, Harpie 2, sous les différents présidents qui ont défilé. Pour autant, les plus de 120 000 km d'eau de la Guyane restent pollués. Et ça continue, on a environ 12 000 à 15 000 orpailleurs illégaux qui saccagent la forêt amazonienne, fleuron de la biodiversité française. Et je voulais savoir aujourd'hui quelles seraient les mesures concrètes, les moyens concrets que vous débloquerez pour lutter contre ce fléau qui touche la Guyane depuis de nombreuses années, tout en sachant qu'on se sent pareillement que le camarade de tout à l'heure, difficilement français quand on voit les moyens qui sont débloqués pour intervenir au Mali et quand on voit les faibles moyens mobilisés contre l'orpaillage illégal en Guyane. Votre réponse, Yannick Jadot. Merci, merci de votre question. On avait déjà eu l'occasion d'en parler quand j'étais en Guyane. C'est un enjeu évidemment de moyens, y compris à un moment quand Nicolas Sarkozy a voulu mettre des moyens, on avait vu que l'orpaillage reculait, mais on n'a pas maintenu ces moyens. Donc il y a un enjeu de moyens, de force de l'ordre pour intervenir, pour déloger les camps illégaux d'orpaillage, pour confisquer tous les matériels, pour s'assurer qu'effectivement, on protège notre environnement. Donc, concrètement, vous débloquez des moyens supplémentaires pour ça? Je veux dire, j'ai encore discuté hier avec des militaires
qui ont pu participer à des opérations, ils savent parfaitement que c'est un enjeu de moyens à un moment donné. Deuxièmement, c'est évidemment de sortir aussi des projets miniers d'or en Guyane. Les projets Montagne d'Or, les projets Espérance, nous y mettrons fin. Ça va dévaster cette forêt extraordinaire. Et puis, une façon de le gérer aussi, c'est, Christophe Pierre, c'est notre engagement, c'est de reconnaître la responsabilité foncière des Amérindiens sur toute une série des terres de Guyane pour leur donner aussi les moyens de contrôler et de gérer cette partie de la forêt qui historiquement leur appartient et qui doit leur être reconnue aujourd'hui. Yannick Jadot, parlons d'emploi, sans transition. D'emploi à La Réunion, du travail, il espère qu'il en aura après sa formation en tant qu'apprenti. Bonsoir, Damien Waro, apprenti donc à l'île de La Réunion. Votre question à Yannick Jadot. Bonsoir Monsieur Jadot, bonsoir à tous. Alors je suis en deuxième année de BTS maintenance véhicule automobile en apprentissage. Et il y a quelques années, j'ai fait ma reconversion professionnelle. Je suis passé de la comptabilité à la maintenance véhicule automobile. Et je me suis rendu compte qu'il est très compliqué de passer d'une branche à une autre, même avec des diplômes. Pendant mon parcours, j'ai vu des jeunes et je vois encore des jeunes qui se retrouvent dans des filières qui ne les intéressent pas, car ils ont été mal orientés. Et ça se termine souvent par de l'échec scolaire. L'échec scolaire, c'est une des raisons principales du chômage chez les jeunes à La Réunion. Et ma question est la suivante. Que proposeriez-vous pour faciliter la reconversion professionnelle des jeunes pour déboucher sur un emploi plus sereinement? Merci. Merci infiniment. Vous savez, ces 10 dernières années dans notre pays, on a réduit l'investissement sur l'enseignement supérieur par étudiant. C'est unique en Europe et dans l'OCDE. Tout le monde investit sur sa jeunesse, tout le monde investit sur l'intelligence, sur la connaissance. En France, on a réduit l'investissement par étudiant. C'est une aberration. Donc on va changer ça. Ça veut dire remettre des moyens sur tous les lieux d'éducation, comme dans les autres pays européens. Ça veut dire créer près de 100 000 places dans l'enseignement supérieur en France pour éviter ces étudiants qui font Parcoursup et qui se retrouvent avec rien. Mais tout ça, c'est chiffré, Yannick Jadot, le coût estimé de ces mesures importantes? Bien sûr, tout est chiffré dans mon projet, tout est chiffré et financé. Donc ça, c'est essentiel. Et favoriser, parce que l'orientation, en fait, ça se joue dès le collège. Dès le collège, il faut accompagner et les élèves et les parents sur les différents types de métiers, sur les formations, pour s'assurer que progressivement, le choix se fasse positivement et qu'il ne s'impose pas à la dernière minute à trop d'étudiants. Et si on arrive à accompagner, si on investit sur l'éducation, si on investit sur toutes les passerelles entre lycée général, lycée professionnel et sur les BTS et sur les nouveaux secteurs, on arrivera à ce que les jeunes se forment sur les métiers d'avenir où ils sont heureux de travailler, où ils gagnent dignement leur vie. Je vous montre quand même le chiffre en ce qui concerne le taux de chômage chez les jeunes en Outre-mer. À Mayotte, 45%, en Guyane, 31% et en France hexagonale, 15%. On est dans un rapport du simple au triple. Donc, des mesures spécifiques pour les Outre-mer? Eh bien, cet investissement, je veux dire, de toute façon, il ne faut pas se raconter d'histoire. Sur tout ce dont on parle, il y a un enjeu de rattrapage de l'investissement public et des politiques publiques dans l'outre-mer. Ce n'est pas simplement faire plus partout. Et c'est surtout pas simplement des annonces. Il y a un enjeu de rattrapage dans l'outre-mer parce que les outre-mer ont été maltraités, que souvent l'État s'est retiré des outre-mer en termes de puissance publique, en termes de services publics, en termes de développement économique, et que c'est inadmissible. Puisqu'effectivement, tout le monde connaît la réalité de la situation, tout le monde dit connaître les réalités des Outre-mer. Oui, mais il y a ceux qui font et il y a ceux qui ne font pas. Ce n'est pas simplement en parler, c'est le faire. Alors, quelles sont vos solutions, justement? Nous allons voir ça sur des thématiques particulières, des grandes inquiétudes qui sont le reflet de grandes ambitions. C'est la séquence Vos solutions avec vous, Thierry Bellemont. Yannick Jadot, visiblement, vous voulez faire, donc agir. Alors, j'aimerais beaucoup vous entendre
sur le transport aérien. Vous voulez interdire les lignes aériennes lorsque le trajet en train dure moins de 4 heures. Évidemment, ça ne concerne pas nos outre-mer. Les voyages en outre-mer, quand même, ça prend un certain temps. Regardez ce comparatif. Pour aller en Guadeloupe, il faut compter 8 heures depuis Paris. À La Réunion, 11 heures de vol en moyenne. Et le trajet pour se rendre à Nouméa est de 23 heures. En prenant l'avion, Yannick Jadot, je participe au dérèglement climatique, malgré moi. Comment l'ultramarin que je suis peut compenser son empreinte carbone? Comment je peux agir? Écoutez, évidemment, l'alternative, ce n'est pas le train. On l'a bien compris. Et ce n'est pas le bateau, c'est un peu long. Donc, il faut favoriser, évidemment, y compris dans des zones non connectées, il faut garantir une forme de continuité territoriale. Et aujourd'hui, ça passe par l'aérien, c'est évident. Alors, sur l'aérien d'outre-mer, on voit, il y a la question des prix, parce que ce n'est pas simplement les émissions. Je voudrais d'abord parler de la question des prix. C'est quand même proprement scandaleux, y compris quand les familles rentrent pendant les vacances. Les prix ont explosé, même si parfois il y a des tarifications particulières, mais il faut assurer un transport qui permette encore une fois la circulation. Mais vous savez, votre proposition, justement, puisque vous pointez du doigt cette question des prix, de la cherté des billets d'avion. Il faut continuer à avoir une tarification sociale pour les habitantes et les habitants ultramarins. Donc les dispositifs qui existent de continuité territoriale, voilà, il faut distinguer ce qui peut relever d'un tarif plus cher quand on va en vacances, mais quand on rentre à la maison, ça doit être sérieusement moins cher. Revenons sur l'empreinte carbone, donc, si vous voulez bien, Yannick Jadot. Sur l'empreinte carbone, vous savez, moi, dans ma vie, une fois que j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé et j'ai vécu en Afrique, en Asie. C'est aussi parce que j'ai pu prendre l'avion que j'ai découvert le monde et que je défends la nature. Moi, je ne suis pas pour l'arrêt de l'avion. Je suis pour qu'on taxe le kérosène, parce qu'on taxe l'essence. Je suis pour que, évidemment, on n'en prenne pas l'avion toutes les semaines. C'est aberrant. Mais je suis pour qu'on puisse se déplacer dans le monde, parce que la beauté du monde... Mais donc, il peut y avoir de la compensation. Est-ce que vous êtes pour le biocarburant ? Il faut évidemment que les compagnies aériennes investissent beaucoup plus dans des avions qui consomment moins de carburant. Il faut aller vers des carburants alternatifs beaucoup moins polluants. On pense aux biocarburants, aux agrocarburants. Et donc, il faut innover. Mais moi, je ne veux pas demander aux ultramarins d'arrêter de voyager. Je veux dire, il y a déjà parfois un sentiment d'isolement, un sentiment d'oubli de la part de l'Hexagone. Ce n'est pas pour dire, en plus, vous êtes coupable de voyager. Ce n'est pas mon écologie. Je n'ai pas eu le temps de vous interroger sur le coût de ces mesures, mais vous avez dit que tout est chiffré, tout est financé. C'est dans mon projet, c'est accessible sur notre site Internet. Vous verrez à quel point les mesures sont financées, y compris, merci Yannick Jadot sur les très grandes fortunes qui pour échappent les solutions trop souvent à l'impôt. Vous nous avez apportées sur ce thème. On va retrouver les jeunes. Et oui, puisque le temps court, ce n'est pas l'interview express, mais quasiment. Donc sans plus tarder, on prend la direction de la Nouvelle-Calédonie, où se trouve Andy Bonhomme. Bonsoir Andy, vous êtes auto-entrepreneur et vous avez une question pour Yannick Jadot sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. On vous écoute. Oui, bonsoir Monsieur Jadot. Bonsoir. Alors, comme vous devez le savoir, nous sortons de 3 référendums d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie qui se sont soldés du coup par des non à l'indépendance. Nous sommes actuellement dans une période de transition qui est dite pour 18 mois pour la Nouvelle-Calédonie. Donc ma question est la suivante, en fait, quel serait votre projet pour la Nouvelle-Calédonie après cette période de transition ? C'est le projet que doivent choisir toutes les habitantes et tous les habitants de Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai regretté le déroulement et la tenue du dernier référendum. Vous savez qu'il y a toute une partie de la population kanak, qui n'a pas souhaité y participer parce que c'était le deuil, parce que les conditions pour qu'il y ait un bon déroulement du référendum n'étaient pas respectées. Vous avez dit le gouvernement a forcé le scrutin. Bien sûr, je regrette parce que ça fait 20 ans qu'il y a la construction d'un avenir porté par les habitantes et les habitants qui se déroule dans un climat qui doit être pacifié en permanence. Et la façon dont le gouvernement a voulu forcer le référendum alors qu'il n'y avait pas besoin de le faire, que même Édouard Philippe avait dit on peut reporter le référendum après les présidentielles pour apaiser tout ça. Moi, je regrette la façon dont s'est tenu ce référendum. Et je souhaite que ce soit les habitantes et les habitants de l'île
qui définissent leurs perspectives, qui définissent les modalités de sortie de la défiance, de rééquilibrage des perspectives économiques entre le nord et le sud de l'île, pour faire très simple, et le partage des valeurs, des richesses créées sur l'île. Andy Bonhomme, notre jeune entrepreneur en duplex avec nous de Nouvelle-Calédonie. Vous, comment est-ce que vous envisagez l'avenir de ce territoire sur lequel vous vivez, l'avenir commun? En fait, on vit déjà cet avenir commun tous ensemble. C'est juste qu'il y a des divergences et la revendication indépendantiste ne s'éteindra jamais en fait en Nouvelle-Calédonie. Donc l'intérêt, c'est de trouver un équilibre qui, je pense, est sensible entre la revendication indépendantiste et la volonté des loyalistes de rester dans la France. Après, la seule question, c'est de savoir est-ce qu'on va rester encore dans des principes d'accord couperés sur 30 ans et à chaque fois, tous les 20 ans, tous les 30 ans, on doit avoir un référendum, une consultation, ce qui fait qu'en fait, ça a des effets néfastes sur l'économie. Moi, je suis auto-entrepreneur et à chaque fois, quand il y a ces référendums qui arrivent, des années avant, il y a une défiance économique, il y a des investisseurs qui s'en vont, et ce qui fait que l'économie tourne au ralenti. Donc en fait, moi, ce que je souhaiterais, c'est avoir un accord qui soit pérenne sur du très long terme et qu'on puisse sortir de cette logique de référendum et de questionnement à chaque fois de la population tous les 10, 15, 20, 30 ans. C'est pour ça qu'il fallait respecter, y compris dans l'esprit, tous les accords qui ont été faits. Nouméa, Matignon, qui étaient des accords très importants. Michel Rocard y avait mis beaucoup d'investissements politiques pour justement construire la réconciliation, construire un projet partagé. Mais vous le savez, Andy, c'est aussi le projet partagé, il se construira aussi sur une perspective économique commune et sur le traitement des inégalités sociales qui sont aussi parfois le ferment de la défiance. Et plus de référendum, disait Andy Bonhomme, en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a un processus, qui doit garantir le partage dans les institutions, la juste représentation des uns et des autres. Et c'est pour ça que moi, je remettrai le processus qui a été abîmé par ce gouvernement, je le remettrai justement pour éviter cette instabilité institutionnelle. Alors après Andy en Nouvelle-Calédonie, c'est Sydney en Guadeloupe. Sydney Oguiac, entrepreneur, vous aussi, bonsoir Sydney. Avec vous, la transition est tout trouvée puisque vous souhaitez poser une question à Yannick Jadot sur les statuts des territoires. Nous vous écoutons, Sydney Oguiac. Oui, bonsoir Monsieur Jadot. En effet, la Nouvelle-Calédonie a servi un peu d'exemple et de modèle, voire même de cobaye au niveau de la situation et de son statut vis-à-vis de la France. Force est de constater que ces référendums ont fait écho aussi dans différents départements et îles des Outre-mer. À quel moment avez-vous pensé, vous, dans votre programme, à avoir une vraie consultation avec les autres îles et les autres départements, justement, qui eux aussi voudraient peut-être à un moment rentrer dans ce processus? Vous avez entendu parler tout à l'heure de fractures, d'abandon des Outre-mer. Est-ce que vous êtes dans une autre dynamique qui permettra à chacun de prendre sa place et de décider pour lui? Alors, par principe, moi, j'ai toujours été pour l'autodétermination des peuples. Mais déjà, moi, ce que je considère, c'est que sur tous les territoires, il faut qu'on ait chaque année, une contextualisation, une adaptation des lois nationales à l'outre-mer. Chaque année? Chaque année, il faut qu'on ait un processus où on regarde comment on adapte les lois communes à l'outre-mer. Sébastien Cornu a eu raison de mettre le sujet de l'autonomie sur la table. Oui, parce que ça relève d'une revendication qui est forte. Ça relève d'une perspective. La question, ce n'est pas forcément l'indépendance ou l'isolement, l'abandon, le mépris, le déni. Ça ne peut pas être que ça, les alternatives. Sinon, ça ne marchera jamais. Sinon, on va créer des tensions pour l'éternité. Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui penser l'autonomie, penser l'adaptation, penser la spécificité des territoires, jouer de la diversité des forces culturelles pour en faire des outils, des opportunités extraordinaires et pas simplement vous voulez penser différemment votre territoire,
Donc on vous laisse de côté. Ça ne peut pas être ça. Sidney Oguiac, ça vous rassure ou ça vous laisse perplexe? En tout cas, je vois un petit sourire. Ça me laisse plutôt perplexe parce que bon, c'est vrai que c'est des discours qu'on a beaucoup entendus. Moi, j'ai pas eu de vraie réponse à ma question, mis à part le fait qu'il y aurait une consultation tous les ans. Mais comment ça peut se réaliser pleinement? Puisque au final, le cri de chacun, c'est le fait que les décisions sont prises à des milliers de kilomètres et qu'il n'y a pas la spécificité. La spécificité, faire sans nous, c'est faire contre nous. C'est peut-être le sentiment de Sidney Oguiac. Oui, bien sûr, mais moi je suis pour qu'il y ait des autonomies de plein exercice dans certaines régions. Parce qu'il y a des spécificités qui doivent amener des compétences particulières, qui peuvent être des compétences fiscales, qui peuvent être des compétences réglementaires, qui peuvent être des compétences foncières. Mais à un moment donné, mon projet, et en Guadeloupe par exemple, comme dans les autres territoires, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas l'autonomie énergétique et qu'on dépendrait à 2/3 des importations d'énergie fossile? Pourquoi on en a parlé de l'autonomie alimentaire? La question, ce n'est pas l'indépendance, ce n'est pas de se refermer, ce n'est pas l'autarcie, c'est de créer les conditions économiques d'une autonomie qui sont des valorisations des spécificités. Après, les statuts politiques, indépendance ou France, on voit bien que c'est le stade ultime de ça. Mais aujourd'hui, construisons les autonomies dans le respect des spécificités. Alors, on va parler d'environnement. Yannick Jadot, j'imagine que ça vous plaît, ça vous intéresse. J'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, Parce que l'environnement, c'est tout ça. L'écologie, c'est tout ça. L'écologie, c'est tout ça. Il est le dernier à prendre la parole ce soir avec une question donc sur l'environnement. Quentin Lucas, 24 ans, étudiant originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Quentin Lucas, bonsoir. Vous avez une question à Yannick Jadot sur la montée des océans. Bonsoir, Monsieur Jadot. Bonsoir. J'aimerais attirer votre attention sur la situation du village natal, Miquelon, qui doit faire face au changement climatique et notamment au phénomène de l'élévation du niveau des océans, puisque le village est submersible dans sa totalité à l'origine. Un petit problème de liaison, un village apparemment. Submersible dans sa totalité à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le temps que nous rétablissions la connexion avec Quentin Lucas. Le rapport du GIEC est sorti il y a quelques jours, Yannick Jadot. La priorité, l'urgence absolue pour les Outre-mer, notamment Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est la montée des océans. Ce que dit le rapport du GIEC, c'est que la moitié de la population mondiale, vous savez, vit sur le littoral et va être terriblement impactée par le dérèglement climatique. C'est pour ça que 2022 est aussi important. Parce que la France, qui a été le pays de l'accord de Paris, l'accord international sur le climat, doit montrer l'exemple. Parce qu'il faut mener cette bataille du climat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Franchement, quand on voit nos dépendances face à Poutine, on a intérêt à sortir des énergies fossiles. Mais on voit bien que pour ces îles-là, qui ont souvent pris leurs responsabilités à bras-le-corps, c'est l'adaptation au dérèglement climatique sur lequel il faut investir. Quentin est revenu. Quentin qui nous faisait part de cette inquiétude concernant l'île de Miquelon. Quentin, on vous écoute. Oui, alors je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais je vais recommencer. C'est pour vous dire que mon village natal Miquelon est inondable dans sa totalité à l'horizon 2100. Et qu'aujourd'hui, bien que le territoire a la compétence urbanistique, c'est l'État qui a mis en place un plan de prévention des risques littoraux, dans le but de prévenir, mais prévenir ne veut pas dire guérir, puisqu'aujourd'hui le village est tiraillé entre une possible déplacement, relocalisation, ou encore continuer d'y vivre sans perspective d'avenir. Et ma question est alors, quelle posture pensez-vous qu'il faille mettre en place dans ces territoires en proie à la montée des eaux? Alors c'est vrai qu'on va avoir, dans la question de l'adaptation, on va avoir plusieurs types de situations. Il y a des villages, il y a des côtes, où on va pouvoir, d'une certaine façon, mieux se protéger de la montée des eaux, de l'évolution de ce qu'on appelle le trait de côte ou des vagues submersion. Et puis, il y a des endroits, vouloir lutter contre la montée des eaux, les vagues submersion, ça ne marchera pas. Et il faudra déplacer les populations. Et c'est terrible parce que... Mais c'est encore plus terrible. Yannick Jadot, parce que vous dites que votre projet est précis, chiffré, détaillé sur l'écologie, sur l'environnement, et en même temps, on n'a rien vu de précis, justement, sur les Outre-mer, alors que l'urgence est là. Oui, mais parce que vous ne pouvez pas dire qu'il y a un modèle pour tout le monde, en fait.
Il y a des endroits où on va pouvoir réaménager quand il y a la montée des océans, quand il y a des vagues submersion, on va pouvoir réaménager les côtes pour que l'eau puisse de nouveau aller sur certains terrains et éviter d'inonder les villages ou les villes. Et puis, il y a d'autres endroits qui sont aujourd'hui, malheureusement, condamnés. Ça veut dire qu'il va falloir gérer les déplacements. Et ce qui est terrible, c'est le manque d'anticipation. C'est qu'on n'en discute pas avec les populations. On fait croire qu'il ne va rien se passer ou on fait croire que c'est dans tellement longtemps que ce n'est pas la peine de s'y préparer. Moi, je veux anticiper, travailler avec les populations et trouver avec les populations les meilleures solutions. Parce que sans les populations, c'est juste du mépris et du déni. Et ce sera le mot de la fin ce soir, Yannick Jadot. Merci à vous d'avoir répondu aux questions des jeunes ultramarins. Nous allons revoir nos 10 sourires de l'avenir, comme on les appelait en début de cette émission. Merci à tous en duplex de nos territoires pour vos questions. Vous avez interpellé Yannick Jadot, candidat à la présidentielle ce soir. Et encore une fois, nous vous remercions d'avoir donné un nouveau souffle à la démocratie. Thierry Belmont, merci. À bientôt, Valérie. Merci. Merci infiniment. C'était passionnant. On se retrouve très vite, Thierry Belmont. Ne bougez pas. Et à bientôt, Yannick Jadot. C'était passionnant. Merci.